Non, père, s'il vous plaît. » La voix d'Élise tremblait, mais la beauté des vitraux de la chapelle ne la détournait pas de la certitude que ses prières seraient ignorées. Le duc Armand de Valois, son père, un homme à l'ambition, glacial et au cœur de pierre, refusait d'accepter son refus d'épouser le duc Philippe de Jorland, un vieil homme corpulent et lubrique, dont l'âge dépassait de loin celui de son grand-père. « Ta ténacité est inutile, Élise. Tu épouseras le duc Philippe, et c'est tout. Cette union scellera l'alliance entre nos duchés, garantissant la paix et la prospérité de Valois. Prépare-toi donc, car dans un mois, tu seras l'épouse du duc de Jorland. » Élise n'osa plus contester. Les mots de son père étaient comme des décrets irrévocables. Elle se tut, se résignant à son destin. Un mois plus tard, vêtue d'une lourde robe de brocart ornée de perles qui semblaient des larmes pétrifiées, elle se dirigeait vers Jorland pour le mariage qui lui volerait l'âme. La tristesse obscurcissait ses yeux, qui étaient auparavant aussi vibrants que le ciel du printemps. La diligence grinçait et se secouait sur la route détériorée, serpentant à travers la forêt dense et humide. Le soleil de l'après-midi, agonisant, projetait des ombres longues et grotesques, transformant les arbres en spectres dansants. Le rythme cadencé des sabots des chevaux sonnait comme un funeste présage, accompagnant la jeune Élise dans son voyage vers le sacrifice. Le soleil plongeait à l'horizon, embrasant le ciel de teintes écarlates et dorées, annonçant l'obscurité qui approchait. Mais la peur qui lui comprimait la poitrine n'était pas causée par le crépuscule. Elle se trouvait sur les terres du prince barbare, le redouté et implacable Tristan de la Nuit. Son nom était murmuré avec crainte dans toute la France, évoquant des images de cruauté et de sauvagerie. On disait qu'il était impitoyable envers ceux qui osaient profaner ses terres. Néanmoins, le chemin le plus court et le plus sûr pour Jorland était de traverser le territoire de la Nuit. Le duc Armand, conscient du risque, avait renforcé l'escorte, mais Élise pressentait qu'aucune quantité d'épées et d'armures ne serait suffisante pour détourner le destin. Au cœur de la forêt, un cri aigu et désespéré perça l'air. « Des bandits! Une embuscade !» Le panique s'empara des cochers et des gardes. Avant qu'Élise puisse comprendre l'ampleur de la menace, les hommes de l'escorte, saisis par la peur, désertèrent, l'abandonnant à son propre sort. « Non, attendez, ne me laissez pas !» implora Élise, s'accrochant désespérément à la chaise en velours, tandis que la diligence était secouée violemment. En quelques secondes, les bandits, leurs visages cachés par des bandanas et des armes à la main, encerclèrent la diligence. Leurs yeux, étincelants de cupidité et de brutalité, la fixaient comme un animal acculé. Élise, paralysée par la terreur, sentit le sang geler dans ses veines. Le monde autour d'elle commença à tourner, et une vague d'obscurité l'enveloppa. La dernière chose qu'elle vit fut les yeux affamés des bandits, avant de sombrer dans l'inconscience. Lorsque Élise se réveilla, le monde semblait imprégné d'une aura de mystère et de luxe. Elle était allongée sur un lit colossal, orné d'un dais en velours noir, dont les lourds rideaux l'isolaient du monde extérieur. La chambre était illuminée par des candélabres en argent, projetant des ombres dansantes sur les murs recouverts de tapisseries brodées de fils d'or. Sa tête pulsait, et ses yeux avaient du mal à s'adapter à l'obscurité. Une voix douce, mais ferme, brisa le silence oppressant. Mademoiselle s'est réveillée. Une femme âgée, vêtue d'une simple robe, se tenait à côté du lit. Ses yeux profonds et sages transmettaient un mélange de compassion et d'appréhension. « J'avertirai le prince de votre réveil », dit la femme d'un léger hochement de tête. Élise s'assit sur le lit, le cœur battant à tout rompre. « Où suis-je ? Comment suis-je arrivée ici ?» Elle se leva, ses jambes tremblantes, et s'avança vers la fenêtre. Dehors, la forêt s'étendait à perte de vue, imposante et impénétrable. Mais quelque chose dans ce lieu, dans l'atmosphère lourde et silencieuse, transmettait la sensation d'un emprisonnement invisible. « Le prince Tristan, il ne vous fera pas de mal, mademoiselle, » répondit la servante, hésitante, comme si elle craignait de prononcer le nom. « Mais il obtient toujours ce qu'il désire. »« Il ne me fera pas de mal ? Que voulez-vous dire par là ? Je veux sortir d'ici, je veux rentrer chez moi !» s'écria Élise,
la voix étranglée par la panique. La servante ignora ses appels et s'en alla, fermant la porte derrière elle. Élise était prisonnière. Le nom du prince barbare résonnait dans son esprit comme une malédiction. Tristan de la nuit, la terreur de la région. Les histoires qui circulaient à son sujet étaient plus cruelles et sanguinaires que les légendes sur les créatures monstrueuses qui peuplaient la forêt. On disait que son cœur était fait de glace, que son âme était corrompue par des pactes sombres. À ce moment-là, Élise ne savait pas ce qui était pire, être forcée d'épouser le duc Philippe ou être enlevée par le prince barbare. Elle redoutait le moment de la rencontre, l'imaginant comme un être déformé, marqué par la malveillance qui le consumait. La rencontre, cependant, ne tarda pas. À peine la servante avait-elle quitté la chambre que la porte s'ouvrit, révélant une silhouette enveloppée d'ombre. La faible lumière de l'endroit et la peur qui l'envahissait firent crier Élise. La silhouette avançait lentement, émergeant de l'obscurité. Ses yeux, intenses et perçants, se fixèrent sur elle, intensifiant sa terreur. « N'aie pas peur, Élise. » La voix, grave et veloutée, contrastait avec l'image de monstre qu'elle avait idéalisée. « Comment connaissez-vous ? » ?»« Mon nom ? Pourquoi m'avez-vous amené ici ? Je veux partir. »« S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, » implora Élise, les larmes ruisselant sur son visage. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, » répondit l'homme en retirant la capuche qui dissimulait son visage. Élise retint son souffle, stupéfaite. Devant elle ne se tenait pas le monstre déformé de ses fantasmes, mais un homme à la beauté sombre et troublante. Ses cheveux noirs comme la nuit encadraient un visage aux traits anguleux et expressifs. Ses yeux, d'un bleu profond et intense, la fixaient avec une intensité désarmante. Récupérant un peu de courage, Élise dit « D'abord, je veux savoir, vais-je rester ici ? Que comptez-vous faire de moi ? » ?»« Oui, tu resteras, » répondit-il, d'une fermeté qui n'admettait pas de contestation. « Vous voulez dire que vous m'avez enlevé, c'est ça ?» Tristan glissa sa main dans ses cheveux, provoquant un frisson involontaire en elle. « Toi, ma petite joaillerie, tu seras ma femme. » Élise recula, comme si elle avait reçu un choc. « Comment pouvez-vous vous marier avec moi contre ma volonté ? Ici, sur mes terres, je fais ce que je veux. » En disant cela, Tristan l'enlaça. Élise le repoussa, s'éloignant dans un coin de la chambre. « Ah, tu aimes le combat à main nue ?» se moqua Tristan. Dans un mouvement rapide, il la immobilisa, maintenant ses bras derrière son dos. Élise lutta, furieuse, ses yeux bleus scintillant de haine. « Je te déteste, monstre. Tu es l'incarnation du mal. Mais ne pense pas que je vais t'épouser. Je préfère me jeter du plus haut des tours que de me soumettre à un barbare comme toi. » « Pourquoi ? Pourquoi me détestes-tu tant ?» demanda Tristan, la regardant avec une intensité qui l'intimidait et en même temps la perturbait. Élise se sentit exposée sous ce regard. Elle réalisait qu'au-delà de la colère et du dégoût, il y avait une pointe de curiosité, une attraction inexplicable. « Peu importe ce que tu penses ou ressens, tu seras à moi de toute façon. »« Un barbare, c'est tout ce que tu es !» s'exclama Élise avec mépris. Le matin suivant, la servante ouvrit la porte de la chambre. « Bonjour, mademoiselle. Le prince vous attend pour le petit déjeuner. » Élise trouva Tristan à table, dans une salle à manger somptueuse, ornée de tapisseries et de vaisselle en argent. Elle s'assit en silence, consumée par la colère et la faim. Malgré tout, elle ne refusa pas le repas. « Je ne suis pas le monstre que tu imagines, » dit Tristan, brisant le silence. Élise le fixa, ressentant un mélange de colère et de tristesse. « Tu m'as enlevé, prince. Tu m'as amené ici contre ma volonté. »« Je t'ai sauvé, » répondit Tristan avec fermeté. « Les bandits t'auraient tué. Je ne permettrai pas que cela arrive. » Élise n'arrivait pas à comprendre le motif de cette obsession. « Pourquoi ? La gardait-il ici ? Pourquoi voulait-il l'avoir comme épouse ? Pourquoi moi ? » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Tristan la regarda longuement, comme s'il cherchait les mots justes. «
Parce que, quand je t'ai vu, je suis tombé amoureux. Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de toi. Mais je suis tombé amoureux. » Le silence qui suivit était dense, chargé d'émotions conflictuelles. Élise sentit son propre cœur battre dans un rythme désaccordé. « Tu n'aurais jamais dû tomber amoureux de moi ? Que veux-tu dire par là ?» Tout ce qu'elle avait entendu sur le prince barbare la terrifiait. Mais, à sa grande surprise, il ne semblait pas être le monstre des légendes. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans sa voix, qui l'intriguait et l'attirait. Au fil des semaines suivantes, Élise tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais Tristan la retrouvait toujours. La forêt était labyrinthique et impitoyable, et elle ne pouvait s'éloigner beaucoup du château. Cependant, ce qui la surprenait, le plus n'était pas la force de Tristan, mais sa patience et sa compréhension silencieuse. Bien qu'il manifeste un désir intense pour elle, il n'essaya jamais de la forcer, ni de la respecter. Avec le temps, Élise commença à réaliser que l'image du prince barbare, construite par des rumeurs et des préjugés, ne correspondait pas à la réalité. Tristan était un homme complexe, tourmenté par un passé obscur, mais aussi capable de gestes de gentillesse et de compassion. Un jour, alors qu'il montait à cheval à travers la forêt, Élise remarqua la force et la beauté du corps de Tristan, l'odeur virile qui émanait de sa peau. Pendant un instant, elle ressentit un désir incontrôlable d'être embrassée par lui. Pourquoi n'essayait-il jamais de s'approcher à nouveau ? Avait-il abandonné l'idée de l'avoir comme épouse ? Poussée par la curiosité et le besoin de comprendre, Élise chercha la servante, désireuse d'en apprendre davantage sur le passé de Tristan. L'histoire que la servante lui raconta la laissa abasourdie. Des années auparavant, lorsque le père de Tristan était roi, le royaume de la nuit était prospère et puissant, mais deux nobles ambitieux, le duc Armand de Valois, son propre père, et le duc Philippe de Jorland, unirent leurs forces pour usurper le trône. Ils assassinèrent le roi et la reine, plongeant le royaume dans le chaos et l'obscurité. Tristan, encore jeune mais déjà un guerrier assidu, combattit vaillamment pour défendre son royaume, mais fut trahi et vaincu. Il perdit ses terres et son titre, et fut contraint de vivre comme un proscrit, craint et haï par tous. Le duc Armand et le duc Philippe divisèrent le royaume de la nuit entre eux, répandant des rumeurs cruelles sur Tristan, le transformant en monstre des légendes, le condamnant à une solitude éternelle. Élise comprit alors tout. Elle comprit la signification des mots de Tristan. « Je n'aurais jamais dû tomber amoureux de toi. » Il l'aimait, mais savait que cet amour était impossible, un fardeau qu'il ne voulait pas lui imposer. Considérée par la culpabilité et la compassion, Élise se dirigea vers Tristan. « Tu ne m'aimes pas, » dit-elle amèrement, les yeux embués. « Tu ne peux pas m'aimer. Comment peux-tu aimer la fille d'un homme qui t'a tant fait de mal ?» Tristan s'approcha lentement, ses yeux fixés sur les siens. L'amour ne choisit pas ses objets. Il surgit, irrésistible, défiant la raison et la logique. « Je t'aime, Élise, malgré tout. » À ce moment-là, Élise comprit la vérité. Elle l'aimait aussi. Elle aimait l'homme derrière la légende, le guerrier blessé, le prince exilé. Elle aimait sa force, son courage, sa gentillesse. Élise l'enlaça, ressentant la chaleur de son corps, le rythme rapide de son cœur. Elle leva le visage et l'embrassa, avec passion et tendresse. Tristan répondit à ce baiser avec ferveur, comme s'il libérait des années de désirs réprimés. Il l'embrassa avec voracité, avec délicatesse, goûtant chaque courbe de ses lèvres, explorant chaque recoin de son âme. Quand l'air leur manqua, Élise murmura « Comme j'ai été folle et aveugle. »« Acceptes-tu d'être ma femme, Élise ?» demanda Tristan, la voix chargée d'émotion. « Avec plaisir, mon prince. » Et ainsi, ce qui suivit fut un parcours de découverte et de réconciliation. Élise apprit à aimer Tristan pour qui il était vraiment, un homme bon et juste, qui avait été injustement traité par le destin. De son côté, Tristan trouva en Élise la force et l'inspiration pour se battre pour son royaume, pour défier ses ennemis, pour restaurer la paix
et la prospérité sur ses terres. Élise, en tant que reine, révéla la vérité sur le passé de Tristan, démasquant les mensonges de son père et du duc Philippe. Elle réussit à unir le peuple de la nuit, les inspirant à se battre pour leur liberté et à reconquérir leur royaume. Avec l'aide d'alliés loyaux et courageux, Tristan et Élise vainquirent le duc Armand et le duc Philippe, restaurant le royaume de la nuit à sa gloire d'antan. Le prince barbare, qui était auparavant craint et haï, devint un roi aimé et respecté. Et Élise, la fiancée enlevée, se transforma en une reine juste et compatissante, qui régna aux côtés de son bien-aimé Tristan, toujours unis par un amour qui défiait le destin et surmontait toutes les adversités. Les légendes de Tristan de la nuit, le prince barbare, changèrent. Maintenant, elles chantaient sa bravoure, sa justice et surtout l'amour qui l'unissait à Élise, la reine qui transforma le barbare en roi et restaura l'espoir dans un royaume immergé dans l'obscurité.